Alors bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel opus de discussion, ça faisait longtemps. Et aujourd'hui, eh bien j'ai encore un invité spécial et quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne, puisqu'il s'agit de ce cher Romain Rimbaud. Comment vas-tu? Mais très très bien, et toi? Ah bah parfaitement bien, écoute, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour... En plus, puisque vous le découvrirez, mais on a fait une vidéo sur sa chaîne, et je vous invite à aller l'écouter, et la regarder, et surtout à s'abonner à son excellente chaîne, parce que c'est de la qualité. Et Très gentil, ah bah je t'en prie, tu as fait de même pour moi en plus. Donc, ça fait plaisir. et du coup, aujourd'hui, on revient sur une saga assez particulière qui est assez peu connue finalement. Parce que bon, malheureusement, aujourd'hui, les sagas qui reviennent majoritairement, c'est plutôt des sagas qui ont eu un succès populaire important, comme Star Wars, comme les Star Trek, etc. Et même au niveau de l'horreur, ça sera plus Halloween, par exemple. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'une saga qui a peut-être regagné des lettres de noblesse il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a eu une réédition assez fabuleuse, restaurée de ces films. Et je veux bien parler de la saga Fantasme, qui était initiée par le réalisateur Don Coscarelli, qui a fait plein d'autres films aussi, qui sont pas trop connus non plus, mais qui sont très bons, qu'on vous conseille évidemment. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Très bon, hein, ouais, les films de Don Coscarelli, pardon, je crois que j'ai quasiment tout vu et il n'y a que du bon dedans. Hein. Moi Ouais, j'ai... des Hotep, Don't Die at the End. Ah oui, oui, Boba Fett, il est très bien, c'est vrai qu'il est excellent. Le dernier, j'ai pas vu par contre, il faudrait que je me le procure. Mais ouais, c'est des très très bons films hein, en général. Ouais, même son Dar l'Invincible, qui est un film un peu clone de Conan, mais c'est très bien quand même, je trouve. Ah, il est très, j'aime beaucoup aussi celui-là en effet. Ouais. Il est très bien. Et donc, du coup, on va parler de Fantasme. Donc, Fantasme, qui à l'origine est une saga qui se concentre sur un antagoniste qui s'appelle le Tollman, qui en fait est un grand homme, qui est confronté à des gens. Voilà, c'est en fait, il s'avère que c'est un corbillard, etc. Et tout le film, toute la saga va tourner autour de ce personnage. Euh, et avant voilà, on va vous parler en fait avec Romain des 5 films, puisqu'il y en a 5, c'est quand même une saga plutôt imposante qui n'est pas finie d'ailleurs. Et, et du coup, j'invite aujourd'hui Romain pour vous parler de cette saga, puisqu'il a revu il y a pas longtemps. Et avant d'aller dans le détail, je voulais te demander ce que tu penses de cette saga, comment tu l'as découverte déjà, et voilà, et qu'est-ce qu'elle te procure. Alors, comme en fait, j'ai découvert le premier Fantasme assez jeune. On en parlera un petit peu plus tard, mais j'ai découvert il y a il y a peut-être une dizaine d'années le tout premier. Je crois que c'était sur RTL 9 quand il passait pas mal de films d'horreur le soir et j'étais tombé dessus et j'avais complètement surkiffé le film tout en ne sachant pas qu'il y avait des suites et j'ai découvert les suites de manière assez aléatoire par la suite. J'ai dû voir le 2 puis j'ai vu le 3 aussi mais je suis pas sûr d'avoir vu le 3 intégralement. J'ai vu des morceaux du 5 assez récemment aussi parce qu'il est sorti quand même plutôt récemment parce que la saga Session je crois de 73 jusqu'à 2018 donc elle est quand même assez large en termes temporels. Donc j'avais découvert aussi le 5 mais en morceaux. Le 4 j'étais convaincu de l'avoir vu mais en le revoyant pour le coup à cette occasion je me rends compte que j'avais pas vu. Donc je pense que j'ai vu fondamentalement les 3 premiers jusqu'à maintenant. En tout cas en entier, intégralement, et j'adore en fait ces 3 films en termes de ressenti. Moi j'ai une sorte de... Et je les ai vraiment redécouverts, je pense que c'est bien de les avoir revus récemment et d'avoir tout enchaîné. Parce qu'il y a une sorte d'ampleur d'univers, c'est des vrais films univers, c'est des vrais films d'auteur, parce que Don Coscarelli est un vrai auteur. Je pense que c'est assez unique, c'est un truc que tu vois nulle part ailleurs. Mais il y a quelque chose que j'aime énormément dedans, de l'inquiétance étrangeté, de la... Comment... Il y a du vrai surréalisme au sens noble du terme, et puis c'est en même temps extrêmement drôle, c'est à la fois terrifiant. Il y a quelque chose d'Evil Dead sur pas mal de points. Il y a un personnage d'ailleurs qui évolue exactement comme Ash, le personnage de Reggie, qui est pour moi un vrai héros intéressant, parce que c'est vraiment le héros ordinaire qui à la base est un marchand de glace pour le coup ici, et qui au fur et à mesure des épisodes va prendre une sorte de dimension badass, mais en même temps toujours en restant très très humain à l'intérieur, en étant très... Bah, plein de contradictions, plein d'humour, plein de drôleries, plein de maladresse. Et moi j'adore, je trouve que les personnages sont hyper touchants.
Donc pour moi, c'est un film duquel je ne. Enfin, moi qui me fait. Les derniers, quand je les ai vus dans la foulée, que j'ai tout enchaîné, pour moi, j'ai eu des frissons à certains épisodes. Parce que t'as l'impression de côtoyer des potes en fait, et à la fin, j'étais extrêmement triste de quitter la saga, parce que j'ai l'impression d'avoir quitté un groupe de potes en fait, des gens qui étaient devenus très très proches, desquels je connaissais plein de choses, desquels j'avais appris plein de choses, et qui vivaient des aventures, autant d'ailleurs les protagonistes, on va dire gentils entre guillemets, que le Tollman, qui est l'antagoniste, mais qui est pas non plus, on en parlait un peu avec Hellraiser sur ma chaîne, qui est pas non plus un méchant en tant que tel, c'est autre chose. Pour moi, c'est un concept, le Tollman aussi, comme l'Epinette par exemple dans Hellraiser. Donc ouais, c'est une saga qui, dans certaines mesures à rebours, est extrêmement chère à mon cœur, et je pense que ça va être une de mes sagas préférées avec Hellraiser certainement, Evil Dead et Alien. Je trouve que c'est des sagas qui sont pour moi des vraies pépites qui me ramènent en enfance, qui sont des odes à l'imaginaire. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Enfin, moi, je trouve que c'est une saga extraordinaire, au même titre que les autres que je citais avant. Et qu'en est-il ? Eh bien, de mon côté, alors c'est pareil. C'est vraiment une saga pour laquelle j'ai énormément de considération. Peut-être qu'avec Alien, Evil Dead et d'autres sagas que j'aime beaucoup, elle fait vraiment partie de celles qui me sont chères. Parce qu'en fait, comme tu disais, tu vis vraiment cette longue histoire qui s'étend sur 5 films, de manière très intense. Quand tu quittes les personnages à la fin, tu as l'impression de quitter des personnages avec qui tu as vécu beaucoup de choses. Il y a des aspects de films d'aventure qui sont très puissants dans le film. Et surtout, la découverte du film s'est faite totalement par hasard. En fait, j'ai déjà entendu parler de Fantasme avec un épisode de Beats, qui est une émission présentée par Rafik Djoumi, qui est un très grand critique de cinéma qui dit des trucs très intéressants et qui aime beaucoup la saga, si j'ai bien compris. Et il l'avait évoqué en fait dans le Boogeyman, dans l'épisode sur le Boogeyman de Beats. Et il avait montré le Tollman en évoquant le fait que le Tollman était un boogeyman réaliste, en fait, qui avait des aspects réalistes, puisqu'en fait, il faut l'évoquer, mais le Tollman est juste un gars qui est en costume cravate, qui est grand, et c'est tout. En fait, tout repose sur le jeu de l'acteur, tout repose sur la manière de le filmer, et c'est ça qui est très intéressant. Et du coup, j'ai découvert le premier film à partir de la plateforme internet de Arte, parce qu'Arte avait diffusé le film, et je l'ai vu comme ça, parce que j'avais vu un film d'horreur, Fantasme. Bah oui, Fantasme, ça me dit un truc, donc du coup, je commence le premier. Le premier m'a absolument fasciné, on en avait discuté à l'époque, et ensuite, j'ai acheté le coffret, et je me suis fait les suites. Et les suites étaient aussi fascinantes et excellentes. Mais c'est vrai que t'as pas de baisse de qualité en fait, je trouve, dans les suites. En fait, t'as pas des moins bonnes que d'autres. En fait, elles se valent toutes. Je trouve que c'est vraiment les chapitres d'une même histoire. En fait, je trouve c'est génial. Ah oui, oui, totalement. En plus, c'est une saga qui fait du bien. J'ai l'impression que c'est une saga qui fait partie de tous ces films qui sont capables de te faire vivre des grands moments de cinéma et à la fois vraiment te créer quelque chose en toi qui restera. Ouais. Elle est tellement unique que ça reste, quoi. Vraiment, c'est tellement unique, tellement vu ça nulle part ailleurs, visuellement, narrativement, que ouais, ça reste, hein, t'as raison. Ah oui, c'est tellement unique. Bah, c'est comme Alien en fait. Quand tu vois Alien, quand par exemple à l'époque où j'avais vu la VHS du premier Alien, mais sachant qu'Alien en plus je connaissais déjà parce que on en parlait souvent des images du facehugger qui sortait du ventre, etc. Et en plus j'avais récupéré l'affiche que j'avais dans ma chambre. Il fallait peut-être un jour que je voie le film aussi. Et du coup j'avais la VHS. Et quand j'ai vu le film sur VHS, j'ai vraiment été impressionné et tétanisé. Et c'est la même chose avec Fantasme, et ça s'est opéré l'année dernière. Donc c'est vraiment une saga que je ne connaissais pas, et qui a créé ce que devrait faire vivre le cinéma, à mon sens. Je comprends parfaitement ce que tu dis, parce que pour moi c'est vraiment au-delà de... Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à le conseiller, peut-être à le prendre un peu de haut, en disant il y a un côté évidemment série B, hein, évidemment. Oui. Mais je trouve que justement, au sein de cette série B là, c'est que du.
il y a une sorte de générosité, d'humilité qui fait que bah, pour moi, c'est qu'un enchaînement de purement de cinéma. C'est du vrai cinéma comme on aime, avec cette humilité, cette générosité qui est propre au cinéma de genre en particulier. Et c'est des vrais grands moments de cinéma. C'est pas parce que ce sont des petits films au sens petit budget, parce que là c'est le cas, c'est quand même des budgets relativement serrés. Oui. Des films relativement aussi, on va dire, quand même des films de niche fondamentalement, parce que c'est pas forcément des films excessivement connus. On les range dans un genre qui est le fantastique et l'horreur, avec une vocation au surréalisme. Mais c'est du vrai grand cinéma en fait. C'est à me ranger aux côtés de très grands films importants, parce que ce sont des films importants aussi pour moi. Je pense aussi que à l'échelle cinématographique. Bon. Ah oui, mais même je pense que ce sont littéralement des classiques, parce que je soupçonne les films d'avoir inspiré beaucoup de cinéastes. Bien sûr, non, je pense, oui. Oui, je pense même mais rien qu'avec la conceptualisation du personnage du Boogeyman, il a révolutionné le Boogeyman d'une certaine manière. Parce que le Boogeyman, on avait, comme je le disais au début de l'introduction, il avait toujours cet aspect un peu fantasque. Et là, pour le coup, ça s'appelle fantasme, mais le personnage n'est pas fantasque en apparence. Après, on découvrira qu'il est un peu bizarre, qu'il a des pouvoirs, etc., qu'il a un aspect un peu de sorcier, etc. Mais le premier film, en tout cas, vraiment nous met en face d'un personnage qui pourrait paraître normal. Et d'ailleurs, au passage, au début, c'est vrai qu'il l'est plus ou moins pour le personnage de Mike quand il voit pour la première fois. C'est juste cette capacité qu'il a à soulever les cercueils sans trop de difficulté qui fait que, ah oui, là, il y a quelque chose de bizarre. Mais physiquement, en effet, c'est un croque-mort comme un autre, en fait. Oui, voilà. Voilà, tout à fait, c'est ça, c'est un croque-mort comme un autre, comme tu dis. Après, avec un certain charisme, évidemment, il en impose quand même, mais comme un croque-mort pourra en imposer aussi. Mais c'est vrai qu'en effet, ces petits pouvoirs magiques, ces pouvoirs étranges, on va dire, qui vont lui être conférés au fur et à mesure, qui font fait que, bah oui, en effet, il est plus que ça, évidemment. Eh oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça qui est... Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils jouent, comme tu disais, c'est un croque-mort. Du coup, ils vont jouer sur sa profession pour créer quelque chose de perturbant, parce que tout le film traite aussi de la peur de la mort. C'est un très beau film sur le... Ça permet peut-être de dire sur le premier, puisque c'est ça, l'idée du premier, c'est ces deux frères qui ont perdu leurs parents, si je ne me trompe pas, et qui vont à l'enterrement de l'ami du grand frère, il me semble. Et donc c'est vraiment on est vraiment dans la vision du personnage principal qui est Mike, le plus jeune des deux frères, qui découvre la mort, qui se trouve confronté à la mort et qui va dans le cimetière le soir pour se confronter par le biais de ses jumelles à la mort, vraiment clairement. Voir, donc c'est là qu'il va découvrir de fait le personnage du Tolman qui vole étrangement les cercueils et qui va décider de partir à la recherche des intentions de ce croque-mort, pourquoi il vole les cadavres dans les cimetières. Oui, c'est ça, il y a tout un développement du mystère au fur et à mesure qui est très intéressant, surtout le film s'ouvre quand même avec une introduction assez frappante, où on a ce personnage qui est séduit par une femme. On voit d'ailleurs, le film quand même se permet de montrer un sein, ce qui est plutôt étonnant pour un film. C'est vraiment un film qui n'a pas peur de montrer. Et cette femme qu'on voit qui se transforme ensuite en homme, déjà il va jouer sur une ambiguïté assez fantastique, mais on ne sait pas si c'est une rêverie, un fantasme, puisque le film en plus s'appelle Fantasme, donc du coup on n'est pas trop fixé à ce niveau-là. Le personnage est très étrange. Le personnage de cette femme est très étrange. D'ailleurs, qu'on reverra, elle refait une apparition dans le 5, si je ne me trompe pas, ou dans le 5, oui, c'est ça, ou dans le 4, je ne sais plus. Enfin, elle réintervient dans la saga plus tard. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette étrangeté, en effet, de cette femme belle, pulpeuse, attirante, qui devient ce vieillard, qui est le Tolman, quand il apparaît, etc. Et en effet, il y a ce fond sur la question du fantasme qui est très très étrange, en fait, parce qu'il crée en plus de fait une séquence érotique qui peut mener au fantasme. Et de manière assez ironique, en fait, il coupe dans ce fantasme en nous imposant la figure de ce vieil homme, en fait, et qui deviendra l'antagoniste principal du film. Donc c'est intéressant aussi de jouer ironiquement, de retourner le fantasme, je trouve. Quelque chose qui sera d'ailleurs retourné de manière récurrente dans le film, dans la saga, avec le personnage de Reggie notamment, qui est un petit peu le Jean-Claude Duss du cinéma d'horreur, qui essaie de manière récurrente de serrer des jeunes femmes, mais à chaque fois il n'y arrive pas. Il y a toujours quelque chose qui va venir contrecarrer au moment où il va conclure.
qui a vraiment sur ce côté fantasme. Et d'ailleurs, c'est dans le 3, il me semble, où il y a une part vachement importante qui est faite parce qu'il y a la femme de Roxy dont il tombe amoureux et surtout dont il a un très très fort désir sexuel pour elle, mais qu'il n'arrive jamais à conclure, et il y a tout son fantasme qui va fonctionner continuellement. Il va se rêver en train de coucher avec elle, mais on ne sait pas vraiment si c'est en rêve ou pas. Il y a cette limite entre rêve et réalité qui est toujours très intéressante parce qu'elle est toujours extrêmement fine dans Fantasme. Oui, c'est très fin. T'as tout à fait raison là-dessus, parce que là où d'autres films auraient pu se permettre d'être un peu grossiers sur la sur les aspects fantastiques en tout cas, Fantasme se permet d'embrasser une vision assez absurde tout en créant du mystère avec, et c'est pour ça qu'en fait, grâce à ça, le film devient prenant, je trouve. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que l'entretien de ce mystère, ce qui fait qu'en plus, on parlait tout à l'heure un petit peu en off de Prometheus et d'Alien Covenant, sur la question de l'explication d'un mythe, de quelque chose. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que dans la saga, notamment le 2 et le 3 vont donner certaines réponses quant à ce qui pouvait paraître mystérieux déjà dans le premier, mais à chaque fois qu'il propose une réponse, il amène à un nouveau mystère. Et donc finalement le mystère est toujours repoussé. Il n'y a jamais une sorte d'explication rassurante à tout ça finalement, puisque il y a toujours des éléments qui restent dans le flou, qui restent non dits, qui restent non explicités. Et donc ça, encore une fois, ça m'encourage à aller jusqu'au bout parce que tu as toujours envie d'en découvrir plus. Tu n'es jamais frustré par une révélation qui va trop t'ennuyer. Il y a toujours cette envie d'avancer parce que tu as toujours envie d'en savoir plus, mais à chaque fois que tu en sais plus, finalement, t'en sais toujours moins en fait. Finalement, ça crée une sorte de mouvement inverse et paradoxal. Toute révélation va encore plus complexifier en fait l'univers et le rendre mystérieux. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est que à la fois on va montrer des choses, mais le mystère. D'ailleurs, c'est dingue parce que comme tu disais, je crois qu'on en avait parlé en off, mais toute sa saga garde quand même une part de mystère. Toujours, ouais. Il n'y a jamais un. Même à la fin dans le 5 où il révèle quand même des choses, notamment cette planète rouge qu'on voit vraiment de manière beaucoup plus concrète dans le 5e épisode, ça nous explique pas grand chose finalement. On nous explique aussi tout le concept avec les nains notamment, puisque le Tolman quand il enlève les gens dans de leur cercueil, il les met dans une machine qui les rapetisse et qui permet de les emmener et d'utiliser comme esclaves sur une planète rouge. Sur lequel s'ils n'étaient pas si petits, s'ils n'étaient pas écrasés comme des nains, ils mourraient, donc il faut les adapter au cadre de cette nouvelle planète, cette nouvelle dimension dans laquelle on les envoie. Tout ça c'est expliqué, le mécanisme est expliqué, mais ça n'explique rien finalement. Et ça qui est vachement intéressant. Eh oui. Absurde d'expliquer. Sans qu'on comprenne vraiment que c'est absurde, encore une fois, tout ça est absurde. Oui, c'est ça, c'est absurde. De toute façon, il avait cité dans ses... Il y a un super documentaire qui est dans l'édition OSC qu'on vous recommande d'ailleurs. Je sais pas s'il est encore en vente, mais il y a un documentaire où il disait, Don Coscarelli, justement, qu'il s'était inspiré de Buñuel. Ce qui n'est pas étonnant, pour le coup. Parce qu'il y a des visuels quand même qui sont très... moi je pense même à des choses très simples comme les sphères, quoi, parce que ça c'est un autre élément dont on n'a pas encore traité. Mais un petit peu les acolytes du Tolman, en plus des nains, ce sont ces sphères chromées qui volent et vident de leur sang les imprudents qui se promènent dans le mausolée. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vrai que même à l'époque où j'avais vu le premier film, il y a un an ou deux, il y avait vraiment une forme de surprise qui apparaissait avec cette fameuse séquence de la sphère qui sort de nulle part en fait. Vraiment, c'est surprenant. C'est ça qui est génial avec le film, c'est que l'univers se dévoile au fur et à mesure. C'est vrai, et il se dévoile toujours en fait, il ne s'arrête jamais de se dévoiler. Parce qu'on apprend, même ce que je disais sur les sphères, on voit les sphères dans un premier temps, et puis on nous apprend qu'à l'intérieur des sphères, on met le cerveau de certains des nains à l'intérieur. Ce cerveau qui sont en réalité l'âme, et on travaille sur la question de l'âme. On se rend compte que certains personnages peuvent prendre l'apparence des sphères, ou les sphères peuvent prendre l'apparence de personnages, et ça ne s'arrête jamais en fait, c'est ça qui est génial. Toujours des nouvelles révélations. Oui,
Oui, tout à fait. Il y a toujours des nouvelles révélations, et en plus, il y a vraiment cette idée de ne pas trop en montrer. Euh, et il y a un juste équilibre, je trouve, parce que comme tu disais, même à la fin de la saga, on ne sait pas trop, finalement. C'est très très flou la fin de la saga même aussi. Mais Après, je sais pas ce que toi t'as pensé du 5 en particulier, parce que bon, ça peut-être qu'on avance un peu vite sur le 5 direct, peut-être qu'on va. Mais je sais pas ce que tu penses du 5, moi je trouve très différent aussi. Il est particulier dans la saga le 5 du coup. ah oui, tout à fait. Il a vraiment une influence. Enfin, le 5, il a. Comme du coup, c'est pas un film de Coscarelli qui est quand même influencé par ce dernier, il y a la patte d'un réalisateur différent, mais ce qui est intéressant, on en parlait en off aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est une deuxième fin, en fait. Ah oui, c'est intéressant ce que tu disais, oui, je sais plus comment tu nous avais dit, on avait développé ça en off. C'est très intéressant ce que tu dis sur la deuxième fin. Oui, parce que je pense que, vu que. Alors, Je pense que la saga, faut la prendre au pied. Enfin, le titre de la saga, faut le prendre au pied de la lettre, si tu veux. c'est intéressant ça le. Parce que je pense que, en fait, les fantasmes sont des aspects réels, qui sont vraiment. Euh, comment dire, qui sont inclus dans la saga. C'est-à-dire que je pense que le personnage du Tolmen existe et n'existe pas. Je pense vraiment que le film tourne autour de trois personnages, donc Reggie, Mike et le Tolmen. J'ai plus le nom par contre du personnage du scientifique, puisqu'en fait on découvrira au fur et à mesure au bout du 4 que c'était un scientifique qui a mal tourné. Et, euh, et du coup, je pense que le 5, en fait, c'est une sorte de. C'est un peu Dans le 4, on a eu le soin du personnage de Mike qui a échappé à son deuil, qui a pu être soigné de son deuil. Et dans le 5, Ouais. on a le personnage de Reggie qui en fait, va être soigné à son tour. Mais de manière inverse, parce qu'en fait, on commence dans un film assez désabusé où, du coup, il est plus du tout dans cet univers. Il est dans une maison de retraite, où je crois que c'est la fin. Si dans mes souvenirs, on s'en rend compte à la fin ou au début. Dès le début d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il est dans le désert, il y a ce côté western qui a toujours Ah oui. depuis au moins le 4. Et il y a des sortes de trucs, on sait pas si c'est des flashbacks, si c'est des flash-forward dans une maison de retraite en effet. C'est ça. Il y a un aspect un peu lynchien pour le coup. Ça me rappelle toute idée entre rêverie et réalisme qu'il y avait dans Mulholland Drive. Parce que là, on est vraiment avec un personnage qui, j'ai l'impression, dans le 5 en tout cas, dans le dernier, qui s'appelle en plus Ravager. C'est ça? Ouais, Oui, tout à donc, fait, ouais, c'est ça. donc en fait, on traduirait ça par ravage en anglais, je crois, si je me trompe pas. Je pense que c'est ça, oui. Donc, l'idée, c'est que je pense que le personnage est atteint d'une maladie qui l'a ravagé, tu vois, et qui a fait qu'il est resté dans ses fantasmes à lui, mais n'a pas accepté la mort de ses amis, parce qu'il me semble pas qu'on voit dans le monde réel Mike, où on le voit, mais il vient le visiter comme s'il allait visiter quelqu'un qui était malade. Voilà, c'est ça. Oui, dans un premier temps, on le voit en tant qu'il lui dit d'ailleurs que tout ce qu'il est en train de vivre, tous ces trucs avec les sphères, le Tolman, tout ça, c'est dans son imaginaire. Voilà, c'est ça. Et à la fin, ça va vers du pur fantastique, et du coup, ça brise un peu l'idée enfin, en apparence, ça briserait l'idée que tout ça serait un fantasme, mais je pense que c'en est un. Je pense qu'en fait, tout le film, en tout cas toute la saga même, de manière générale, traite du deuil. Et je pense que peut-être que finalement, Reggie à la fin, ne s'était pas remis de la perte de son ami, le frère de Mike, dont j'ai plus le nom d'ailleurs. Oui, son grand frère, en effet, oui. Son grand frère, qui en fait est un personnage très important aussi, même si finalement la saga tourne pas forcément toujours autour de lui. C'est un personnage plutôt important parce que c'est un personnage qui est très présent dans le premier, qui va disparaître à la fin du premier, qui en fait revient plus tard dans le 3,
sous la forme d'une sphère, justement. Oui. Donc comme si c'était un fantôme qui allait hanter, justement, le personnage de Mike. Tu sais d'ailleurs qu'il y a un moment où j'ai cru que Mike allait devenir un émissaire, en fait, Ouais. du grand homme. Tolman. Ouais, du Tolman. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est ça qui est très J'étais- intéressant. Et c'est ce qui amène l'idée que le Tolman, encore une fois, n'est pas un personnage mauvais à proprement parler, puisque à aucun moment, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment cette idée que le Tolman n'est pas sans ces héros-là et inversement, en fait, c'est-à-dire qu'ils se complètent, il y a une sorte d'équilibre avec ces personnages-là, en fait, qui fait que le monde tient et tourne. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que dans le cinquième, d'ailleurs, au passage, il y a ce face-à-face entre Reggie, qui est dans ce lit d'hôpital, enfin dans cette maison de retraite, et à côté de lui, on a le Tolman, ou en tout cas Angus Grimm, qui joue un vieux monsieur aussi, Oui, et qui est grand également. oui, c'était une séquence vachement émouvante en plus, où finalement, bah oui, lui aussi, il est vieux. Voilà, c'est ça, ouais. Mais c'est vraiment un beau film sur la vieillesse d'ailleurs, il y a toute une thématique, mais quelque chose qu'on retrouvera d'ailleurs dans Booba Hotep plus tard, Voilà. ou avant d'ailleurs, il était sorti avant, il me semble, de Coscarelli. Et Oui, pareil, c'était avant, oui. ouais, qui parlait aussi de fantasmes, hein, et de fantasmes avec cette momie qui visitait la maison de retraite, et de fantasmes aussi, parce que les personnages se croient être des personnages qui ne sont peut-être pas. Parce que Voilà. le personnage joué par Bruce Campbell, il est persuadé d'être en fait le vrai Elvis Presley. Et son pote à côté, que c'est un vieux monsieur noir qui est convaincu d'être John Fitzgerald Kennedy aussi. C'est un décalage qui est génial, je trouve que c'est absolument génial. Ah oui, mais honnêtement, moi, je pense que Coscarelli, c'est à la fois un personnage, à la fois un réalisateur, pardon, qui sait maîtriser l'humour, l'horreur et le drame. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est vachement, mais c'est vachement intéressant et impressionnant aussi à l'image, parce que la saga Fantasme, c'est un concentré d'aventures, d'horreur, d'humour et aussi de drame. Et le film ne fait que c'est-à-dire que l'implication du spectateur est totale. Parce que tu te retrouves dans les personnages. Tu te retrouves vraiment dans ces personnages qui ont peur de la mort. Dans le premier, il y a quand même des scènes assez traumatisantes. Il y a un cauchemar magnifiquement filmé de Mike qui rêve en fait que son lit est transposé dans un cimetière avec le Tolman qui est derrière. Et ensuite, il y a des cadavres qui sortent et qui l'attrapent. Oui, c'est ça. Il se trouve dans le mausolée, il se fait attraper par les cadavres dans le mausolée, en effet. Et du coup, je pense que toute cette manière enfin, ce partage qu'il y a entre l'artiste et le spectateur, il est lié aussi au processus artistique qui entoure le film, puisqu'en fait, Coscarelli avait fait 2 précédents films avant le premier Fantasme, qui n'étaient pas des films d'horreur, c'était plutôt des comédies ou des films dramatiques avec des adolescents. D'ailleurs, il y avait Angus Scrimm dans le film qui précédait Fantasme, et Fantasme, justement, est un film qui s'est fait avec peu de moyens et qui, à l'origine, était un cauchemar, enfin quelque chose un cauchemar justement qu'avait fait Coscarelli, qu'il a développé en s'enfermant dans une cabane. Oui, c'est vrai, en effet. Il y a plein de trucs de développement qui sont assez intéressants parce que qui montrent à quel point, en fait, je trouve qu'Oscarelli et d'ailleurs tout son entourage font. Il y a quelque chose de l'écho fictionnel, en fait, de ce qu'ils sont. Parce que c'est intéressant, notamment aussi, il me semble qu'à la fin de Fantasme, premier du nom, il n'a pas voulu en développer une suite tout de suite, puisqu'il y a une différence, je crois que c'est de 73 le premier, et le deuxième doit être 86, je crois. Oui. Donc il y a une sacrée temporalité, alors que les 2 films, c'est intéressant sur la question de la temporalité aussi, où chacun des films, en fait, ils ont quasiment... Il y a minimum 5 ans de chaque film, mais à chaque fois, là où se termine le film, ça se reprend, la suite reprend où le précédent s'est terminé. Donc c'est intéressant de voir en plus que les personnages vieillissent, c'est très très bizarre parce que les personnages vieillissent beaucoup plus parfois que dans le précédent film, l'âge qu'ils devaient avoir, vu que ça se prend 1 seconde après. Mais ça c'était pour dire voilà, que, revenir à ça, une fois que le 1 était fait, il me semble que la mère de Don Coscarelli a écrit une suite à Fantasme 2 tellement le film l'avait retourné, fasciné, c'est elle qui a écrit, donc il existe normalement sous forme de roman, il me semble, hein, un Fantasme 2 écrit par sa mère, par la mère de Don Coscarelli. Oui, il me semble que c'est ça. Et il me semble aussi que son père avait pas mal, et sa mère aussi, ils avaient pas mal bossé sur le premier parce que c'est une affaire de famille en plus ce truc.
Oui, c'est ça, en plus, c'est un truc vraiment de proche, fait par un petit comité avec beaucoup de familles, en effet. Parce que le premier Fantasme, ça a été une catastrophe à faire, il y a plein de scènes... faut pas oublier le film aurait pu durer 2h40, je crois, ou plus que ça, parce qu'il y a énormément de scènes qui ont été coupées, qui seront réutilisées dans les suites, comme des flashbacks qui sont très bien réutilisés, d'ailleurs. Je trouve que la saga Fantasme a les meilleures réutilisations de scènes coupées et de flashbacks. Ah oui, le 4 est incroyable pour ça. C'est vraiment le 4 où il a beaucoup réutilisé en effet des séquences qui avaient été retirées du montage final en effet et qu'il réimbrique à l'intérieur de son histoire. Donc c'est génial parce que tu te poses la question comment il a construit son histoire. Je trouve ça, en termes de processus créatif, je trouve ça fou de colle aussi bien entre ces anciennes moutures, alors que d'ailleurs Don Coscarelli n'avait pas pensé aller jusque-là en termes de saga, oui. Mais que finalement tout s'harmonise parfaitement. Ah oui, tout à fait. C'est à la fois d'une rigueur et d'une liberté qui est beaucoup trop rare dans le cinéma de manière générale. Je dis pas que les cinéastes se sont toujours enchaînés, mais là c'est vraiment, tu sens que chaque film est libre, même le dernier qui a des défauts, qui est peut-être le plus faible de la saga, mais qui est d'une sincérité absolue, qui fait tellement plaisir. Enfin, moi c'est un film que je trouve assez fragile, mais je trouve que ce qu'il délivre et ce qu'il dit aussi sur notre époque, sur notre rapport à la vieillesse, sur notre rapport aux autres, est magnifique. De toute façon, toute la saga, c'est ça. Il y a en plus, le film se permet des errances, donc, comme je le disais, de comédie et de pur drame. Et il y a des séquences aussi de nostalgie, de beauté, tout simplement, avec le premier. Et je pense à la séquence où tu as Reggie et son ami qui font la musique dans le premier. Et je trouve cette scène magnifique. Et qui est répété, qui est un vrai... C'est intéressant parce que c'est un vrai leitmotiv dans la saga, en fait, parce que c'est une séquence qu'on retrouve très souvent. Il me semble, dans le premier. Il y a aussi... ça revient, je crois que c'est dans le 3 que ça revient. Il y a le même écho, notamment avec la séquence de fin du premier, où Reggie est avec Mike au coin du feu et il lui dit qu'il le protégera toujours parce qu'ils se retrouvent que tous les deux à la fin de cette aventure-là. Oui. Cette séquence a aussi un écho dans Fantasme 3 où le personnage de Reggie va prendre sous son aile un petit garçon, avec ce petit garçon qui sait très bien servir d'arme à feu, qui fait une sorte de retravail de Maman j'ai raté l'avion chez lui, mais version gore, qui est extrêmement drôle aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces passages complètement tarés avec ce gosse qui bute des mecs qui viennent... Parce que le film devient progressivement une sorte de western post-apo aussi, il y a tout ce côté-là en fond qui est présent. Voilà, il y a ce moment-là où on va avoir cette séquence gore où le gosse, parce que ses parents sont morts, il a dû enterrer ses parents, donc il est obligé de protéger sa maison, et il y a des sortes de mecs qui sont des quasi Mad Max qui viennent chez lui pour essayer de voler des trucs, et lui il se met à les buter, alors ils viendront des zombies après terre, donc ça part dans tous les sens, mais à côté de ça, il perd jamais de vue le fil conducteur de son truc, qui est l'émotion avant tout. C'est-à-dire que je peux délirer, mais cette émotion par contre elle est hyper rigoureuse. Ça paraît absurde en termes de narration, mais l'émotion, elle est toujours sincère et ultra cohérente. Oui, mais... mais ça c'est fou. Je trouve en effet que la saga est d'une très grande force à partir de ses propres leitmotifs en fait, parce que disons que la saga a réussi à être... on en parlait en off aussi, parce qu'on en avait beaucoup parlé, et en effet... La saga est pas cohérente. Enfin, il y a plein d'erreurs de cohérence, machin, mais c'est normal parce qu'en fait, c'est un fantasme. Enfin, c'est vraiment, c'est un truc, c'est des rêveries, quoi. C'est des ensembles de rêveries. Tous les films sont des petites rêveries. Oui, c'est de la cohérence, du coup. Oui, t'as raison, c'est de la cohérence d'une certaine manière. Et du coup, ce qui est fort, c'est que même sur des leitmotifs humoristiques qui sont jamais lourdeaux, parce que par exemple, il y a Reggie qui, à partir de 2, va commencer à être un peu lourdingue avec les femmes. Ce qui va le jouer contre lui en plus. Et ça, moi j'aime bien. Moi, c'est vraiment ce côté Jean-Claude Duss du cinéma fantastique que moi j'aime beaucoup chez Reggie. Oui, mais ouais, c'est ça, c'est Jean-Claude Duss du cinéma fantastique. J'y avais pas pensé, mais la comparaison est très très drôle et très juste en plus. Mais du coup, c'est drôle parce que ces espèces de leitmotiv humoristiques qui reviennent, donc de cette volonté, à chaque fois il veut se taper la première femme qui vient parce que c'est l'apocalypse, etc., et qu'il faut avoir des enfants, c'est ce qu'il dit en plus. Et du coup, ce qui est génial, c'est que en fait c'est un élément scénaristique, parce que du coup c'est un fantasme
qu'il a lui-même et qu'il en est prisonnier. Et ça va le mener à sa propre perte. Et c'est ça qui est génial, c'est vraiment brillant à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, en plus, à chaque fois, les femmes, soit elles vont s'allier à lui, mais elles vont se refuser continuellement à lui, ou soit elles vont jouer de ses défauts. Par exemple, je pense à la première femme qu'elle rencontre, qui est l'autostoppeuse, Oui. Qui va, au moment où ils vont commencer à faire l'amour, elle va avoir une sorte de fixette sur son crâne, et elle va se mettre à faire du rodéo sur lui en touchant son crâne, donc en jouant sur entre guillemets, un défaut physique qu'il a. Donc finalement, ça n'a pas vraiment fonctionné, la drague n'a pas forcément fonctionné, elle l'utilise pour se moquer de lui aussi, même s'il y a de l'affection, hein, c'est toujours ça, c'est intéressant, parce qu'il y a toujours de l'affection quand même. C'est jamais de méchant en fait, il y a toujours une sorte d'affection entre les personnages malgré tout. Oui. Et il y a ces femmes à l'inverse, par exemple, je crois que c'est dans le 4 ou dans le 5, je ne sais plus, celle à qui une fois qu'il va enfin conclure, il lui ouvre son chemisier, et là elle a 2 sphères à la place des seins. Oui. Alors, c'est très drôle en plus, mais je trouve ça génial. Il arrivera jamais à conclure ce personnage-là, et c'est ça et c'est ce leitmotiv en effet qui crée beaucoup d'humanité chez ce personnage-là. Parce qu'en fait, c'est intéressant parce que même cette autostoppeuse aussi avait une sphère dans la tête. C'était lui-même. Donc c'est très intéressant et ça revient avec cet aspect presque Lovecraftien du personnage du Tolmen, qui en fait est un fantasme qui revient à chaque fois, qui te rappelait que si tu t'enfermes trop dans tes fantasmes, si tu t'enfermes trop dans tes peurs, la peur c'est pas un problème, mais si tu t'enfermes trop dans une peur qui peut te dévorer, te détruire, bah tu vas perdre. Tu vas perdre contre toi-même. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que moi il y a une scène, on en parlait aussi en off pareil, il y a pas longtemps, cette séquence, moi le 4 c'est celui qui me touche le plus. Le 4 c'est vraiment celui avec cette fin où en fait le Tolmen vient, on pense qu'il va le tuer, il le tue peut-être, ou peut-être pas, il lui arrache la fameuse sphère qu'il avait dans la tête pour le libérer tout simplement de lui-même. Pour le libérer, c'est comme si en fait le fantasme prenait vie, cette entité prenait conscience du fait qu'il était lui-même un fantasme, s'était enfermé dans un fantasme de lui-même, parce que c'est un peu ça, je pense que c'est très suggéré dans le 4ème, avec ce flashback avec le scientifique, le personnage du scientifique qui deviendra le Tolmen plus tard, qui lui aussi s'est enfermé dans un fantasme. Et du coup, au lieu de se sauver lui-même, il va sauver Mike. Il sauve Mike, qui lui arrache cette boule dans la tête, qui est en fait ce kyste qui s'accroche à lui, qui est le deuil, tout simplement le deuil. Et ça, je trouve ça grandiose et magnifique. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup penser, comme on parle d'Hellraiser sur l'autre chaîne, pour le coup, moi, je trouve que le personnage, en effet, le personnage du Tolman, il est très proche du personnage de Pinhead, ou toutes les victimes, en fait, de la boîte aussi, parce qu'ils sont aussi emprisonnés par leurs désirs, conditionnés par leurs désirs, et donc ils vont se retrouver en ouvrant une boîte qu'il fallait pas qu'ils ouvrent, projetés dans une autre dimension qui va les consumer, qui est la dimension de leur désir, et qui va les consumer pour l'éternité. Et pour moi, ça fait vraiment écho à la scène du 4, en effet, où le personnage, alors, pareil, je me rappelle plus du nom du médecin, qui désire faire disparaître la mort, fondamentalement, parce qu'il a peur de cette mort, et il va essayer de trouver par le biais de ce voyage interdimensionnel, il va rentrer dans cette dimension, et on voit rien, on ne sait pas ce qui s'y passe du tout, et on le voit revenir avec cette personnalité maintenant de Tolman, parce qu'à la base c'est plutôt un docteur qui a l'air sympathique, affable, et qui ressort très froid, le personnage du Tolman en tant que tel. Comme le personnage par exemple du colonel, c'est colonel je crois dans Hellraiser. Oui. Un personnage plutôt sympathique, d'ailleurs quand on le voit affronter dans Hellraiser 3, Pinhead, le Pinhead qui deviendra cet affrontement entre le sergent et je me rappelle plus du tout le grade qu'il a, et Pinhead. Le personnage de base qui est Pinhead à l'origine avant de devenir Pinhead, c'est un personnage pareil, affable, sympathique, mais qui quand il bascule dans cette autre dimension et revient, devient ce Pinhead, ce personnage froid qui est consumé par son désir. Oui, et je trouve que c'est intéressant. Mais il y a toute une métaphore sur le personnage du Boogeyman, justement. Moi, ça renvoie un peu au personnage de Michael Myers qui par son masque devient le monstre, en fait, avec son masque complètement désabusé, où il n'y a pas d'expression. Je pense à l'ouverture, la fameuse ouverture avec l'enfant qui tue, et il met un masque et il tue. Ouais. Et c'est en fait ça, c'est vraiment cette idée que tout ça, c'est que des masques, ce ne sont que des parures qu'on enfile. Et c'est ça qui est magnifique, parce qu'avec ce fameux personnage de médecin, comme tu disais, qui cherche peut-être à se sauver de la mort, ou sauver quelqu'un de la mort, peut-être, aussi. Oui. Et
qui en fait, dans les... J'adore parce qu'il y a cette séquence où ils remontent le temps avec Mike et Richie. Ils reviennent donc en arrière, et il y a le plan qui dévoile le Tolmen, mais en version donc non contaminée par cet espace rouge, cette espèce de dimension rouge qui est assez impressionnante, est super émouvante. Quand il est sur sa chaise, là, qu'il sourit, qui change totalement de jeu. C'est ça qui est génial, parce qu'il y a tout un travail sur le jeu d'acteur, sur la manière de filmer aussi les expressions, filmer le personnage, et aussi tout le cadre qui l'entoure, parce qu'il y a un cadre ensoleillé, et il faut pas oublier que la fameuse maison, parce que c'est la même maison en plus, cette maison qui deviendra une nécropole, où le personnage du Tolmen vivra, cette maison qui sera drapée, enveloppée de noir dans le premier, qu'il a dans le 4, et en fait ensoleillée, qui est belle, quasiment belle, en fait, il y a une forme de beauté qui se dégage. C'est vraiment, il y a une opposition entre les deux personnages qui est très intéressante. C'est un jeu absolument... Angus Scrimm est un très grand acteur, parce qu'il y a... Finalement, il a assez... Je vais revenir, je suis désolé, je reviens toujours à Hellraiser, parce que pour moi, je trouve que c'est très très similaire. C'est un personnage que... Il passe du tout au tout, c'est un personnage qu'on voit peu finalement. Je dis un peu comme Pinhead, c'est un personnage que dans les deux premiers, on doit voir, enfin dans le tout premier, on doit voir peut-être 5 minutes au tout, au compteur, hein, je pense, c'est très peu. Et c'est pareil, on disait la même chose d'Hellraiser, c'est devenu la vitrine de la saga, quoi, ce personnage-là. Et pour moi, il y a avant tout un très très grand acteur, en fait, qui est capable encore une fois, de jouer ce monstre inquiétant, terrifiant. Et puis ce vieux monsieur, affable, adorable, qui propose un jus de fruits à Mike quand il arrive sur le perron de la maison. Voilà. Je sais plus, ou un thé, ou je ne sais plus quoi, mais il lui propose à boire très gentiment. Et au passage, avec la séquence d'avant, on le découvre aussi pendant la guerre de sécession, en train de complètement désarçonner, avec cette séquence en noir et blanc qui est très, très étrange au milieu du film. Oui. Mais et il essaie de sauver quelqu'un, mais il n'arrive pas, et on sent son impuissance face à la mort. Que je trouve qui contraste vraiment avec le personnage omniscient, omnipotent qu'est le Tolman. Oui, c'est ça qui est beau en fait, parce que c'est un personnage, c'est un peu comme le docteur Frankenstein en fait, mais l'expérience c'est lui-même. Et forcément cette expérience il va en revenir. Parce que ce qui est très intéressant, comme tu le disais, c'est qu'on ne montrera pas le processus qui fera passer de ce fameux personnage affable, gentil, pétri de bonnes intentions, je pense, et qui ressortira dans cette parure de Tolmen, de cette espèce de dictateur, parce qu'il y a presque un aspect de dictateur qui en ressort, cet aspect de dominateur, de quasi-sorcier en fait. On ne montre rien, et finalement c'est ça, il n'y a pas besoin de montrer, on le sait, tout simplement on le voit. Et c'est ça qui est génial. C'est un mystère quand même, parce que tu sais pas si c'est lui qui ressort, ou si c'est quelque chose, un démon, une créature, un extraterrestre qui aurait pris sa place dans la dimension et qui aurait pris son corps ou son apparence. On sait pas du tout, c'est lui qui est devenu... C'est très étrange en fait ça. Oui, tout à fait, parce qu'il me semble que c'est dans le 2 ou le 3, il y a un moment où ils sont dans une morgue, et quand il lui tire dessus, au moment où il lui tire dessus, il y a ces espèces de tentacules qui lui sortent de la tête et il meurt après comme ça. Mais c'est vrai que du coup on ne sait même pas ce qu'il représente vraiment. Oui, il est complètement abstrait, ça pourrait très bien encore une fois être un extraterrestre, ça pourrait être ce vers quoi l'idée de la planète rouge tendrait, mais en même temps on ne sait pas si un démon peut-être, un très Lovecraftien, un grand ancien, on ne sait pas, c'est très étrange. Ah oui, à ce niveau-là c'est vraiment impressionnant. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un truc quasi politique qui en ressort de cette saga, parce que c'est un personnage qui du coup, pour ramener les gens à sa cause, pour les gagner, donc pour les avoir sous sa tutelle, il va les transformer. Il va les piller des tombes majoritairement, il va les piller des villes qui vont devenir abandonnées, voilà, qui vont être désertes après le pillage des tombes. Il y a quelque chose, je trouve, de très politique. J'ai l'impression que c'est une critique du capitalisme qui a tendance à voler, justement, à voler les gens, à les enfermer dans une vision qui est la leur, et que si tu as une vision différente, bah, forcément tu seras déconsidéré, tu vois, de manière générale. C'est plutôt intéressant, parce que il y a une forme d'uniformisation qui ressort de ce personnage. Ah oui, puis même à tel point que dans le 5,
il y a ce plan où on voit un petit peu comme Monsieur Smith dans Matrix, ces milliers de Tallman dans une pièce blanche. Je sais pas si tu te rappelles, on a un travelling, on voit ces centaines et ces centaines de Tallman les uns à côté des autres, comme si encore une fois il était produit à la chaîne, c'est très étrange. Oui, dans le dernier, oui, en effet, il y a ce passage qui est assez impressionnant. Aussi, ouais, le Tallman, c'était un Tallman parmi tant d'autres. Oui, comme ces sphères aussi qui sont identiques et qui oui, sont pourtant issues de cercles différents, mais qui réagissent tous de la même manière. Oui, tout à fait, il y a une idée de dimension, je pense. C'est très probable, il y a une idée de multiplicité des univers aussi, parce qu'il y a même des concepts, tu l'avais dit l'autre fois, hein, quand on en parlait en off, tu parlais de concepts de science-fiction aussi, il y a de la SF aussi. Oui, tout à fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'aime beaucoup des grandes sagas de SF comme Star Wars, etc. Mais je trouve que c'est celle qui arrive le plus à accepter d'aller loin en termes de science-fiction. Parce que là, pour le coup, on n'a pas d'idée de... On ne sait pas si c'est un colonisateur qui vient du futur. On ne sait pas si c'est un sorcier. On ne sait pas si c'est un homme qui maîtrise des technologies étranges, des technologies étranges. On ne sait pas. Parce qu'en fait, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas de forme unique. C'est-à-dire que le personnage pourra prendre la possession de qui que ce soit. Il y a un aspect omnipotent qui est très présent et assez puissant. Et ça qui le rend terrifiant, c'est ça qui le rend... qui le rend... et puis moi j'aime bien aussi ce côté-là où les héros, qui sont encore une fois des héros du quotidien, des mecs qui sont pas censés être des héros, un petit peu comme Ash dans Evil Dead, vont se confronter à une sorte de chose qui paraît indépassable, increvable... qui est abstraite, comme un peu Michael Myers. Je parlais de Michael Myers tout à l'heure, c'est un concept, le Tallman, c'est un truc, comment le tuer en fait, on peut même pas le tuer. Et d'ailleurs, la fin de la saga va jamais être tranchée, il meurt pas en tant que tel, le Tallman, en fait, on sait pas si... Vu qu'on a vu des centaines. Donc c'est une sorte de truc infranchissable, sur ces héros qui sont soudés, qui se battent contre l'impossible, je trouve ça très beau aussi. Ah oui, mais c'est ça, il y a cet aspect de film d'aventure, presque des années 80, qui est très présent dans la saga, qui est très intéressant, parce que le premier, il y a vraiment une grosse frontière entre le premier et le deuxième, bon, notamment parce qu'il va y avoir James Legros qui va être choisi pour incarner Mike, qui était une grosse déception pour Coscarelli, puisque il était imposé, mais cela dit, le tournage s'est bien passé. Mais les deux sont produits par Universal, le 2 et le 3 d'ailleurs, par une grosse major. Oui, en plus, c'est vrai. Mais parce qu'à l'époque, le premier avait vraiment fait son effet, sachant que c'était un film très amateur. Oui, en plus. Oui. Mais je pense que c'est ça qui fait très plaisir. Enfin, quand on voit ces films, c'est ça qui peut paraître très cinématographique, c'est que, du coup, comme c'est très amateur, c'est très brut. Parce que il y a très peu de gros dialogue, il y a beaucoup de mise en scène. La mise en scène est très efficace, pour le coup, elle joue beaucoup sur des... En plus, il y a une imagerie qui s'y rajoute qui est passionnante. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu parlais de concepts pour Michael Myers ou même d'autres tueurs de boogeymen, parce que c'est le terme qu'on utilise. Eh bien, le Tallman, avec le 4, il va au-delà du concept. Parce qu'on rappelle aussi que ça a été un humain. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est vrai qu'en lui donnant, en effet, ça permet encore de revenir sur la dimension profondément humaine de la saga. C'est même ce concept-là qui paraît impossible à surpasser ou à détruire. Avant tout, il fut humain. Et ça permet de remettre aussi en perspective ce personnage. Et ça permet aussi de créer ce qui était... Enfin, moi, j'avais déjà de l'empathie jusque-là pour le Tallman. Mais je trouve que là, pour le coup, pour ceux qui n'auraient pas réussi à avoir de l'empathie, ça permet de créer de l'empathie pour ce personnage-là et encore une fois de rabaisser en fait ce mythe un petit peu ce que fera pour moi ce qu'achèvera le 5 en fait, en montrant ce vieux monsieur mourant en maison de retraite. Même le Tallman, ce concept monstrueux, omnipotent et omniscient, pareil, face à la mort, c'est rien. C'est un vieux monsieur dans un lit apeuré. Oui, c'est ça. Et c'est beau, c'est très beau ça, je trouve. Ah oui. Oui, c'est beau, c'est puissant, et en plus, ça revient avec... En fait, c'est un personnage qui ne disparaîtra jamais, qui ne sera jamais vaincu, mais parce que ce n'est peut-être pas un ennemi, finalement. C'est ce que je disais tout à l'heure.
c'est Oui. un médecin qui a mal tourné, mais il y a quand même une action de médecin qui reste. Et oui, t'as même raison d'aller jusqu'à dire que c'est un personnage qui est bon, en fait. En effet, c'est quelqu'un, c'est un curateur, c'est quelqu'un qui soigne, à la base. Oui, oui, c'est un curateur, c'est ça. Mais même en tant que Tolman, il a une sorte d'action de curateur. Et c'est vrai qu'à terme de la saga, en fait, finalement, il a soigné tous les personnages principaux. Oui. Bah oui, oui, tout à fait. Tous les personnages, même le dernier qui du coup est une deuxième fin. Oui. La fin de Rechi. Et c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est que j'ai rarement vu des sagas qui ont deux fins en deux films. Mais je trouve cette interprétation géniale parce que j'avais pas du tout pensé aux deux fins, en fait. Pour moi, c'est vrai que je voyais une continuité qui est quand même là, mais deux fins, je trouve que c'est une très bonne interprétation. Et qui me paraît totalement pertinente et cohérente avec ce qu'a voulu faire Coscarelli. Tout à fait. Mais ouais, hein, assez. Et le 4 est vraiment. Ça, c'est vraiment. Je trouve que c'est vraiment l'épisode qui va faire basculer en fait vraiment le récit dans ce sens-là encore plus. Parce que le 2 et le 3, c'est vrai que le fait qu'ils étaient certainement chapeautés par Universal vont vers quelque chose qui est beaucoup plus divertissant. On va appuyer beaucoup plus l'humour, ce qui n'entache absolument pas la qualité de l'œuvre après. Mais on est dans quelque chose. On parlait tout à l'heure, on en parlait un petit peu en off aussi de la question grand public, mais c'est ce qui ouvre un petit peu à un public un peu plus large, parce que de fait, le film est plus distribué aussi par ce biais-là, même s'il me semble que le 3 n'est sorti qu'en VHS directement. Il me semble qu'il a droit à une sortie technique un peu limitée, quand même, Universal l'avait posé. Mais je pense que je sens vraiment le retour avec le 4 du cinéma indépendant, comme vraiment cette volonté de clore la saga de manière différente de ce que propose d'habitude un cinéma qui serait plus classique, dans des codes, entrer dans des mécanismes, etc. Non, il fait ce qu'il a envie. Et s'il a envie de faire un film d'1h40 qui est quasiment une sorte de marche contemplative dans un désert où il n'y a quasiment personne, avec 2-3 séquences de western contemplatif et métaphysique, moi je fais, Don Cascarelli dit moi je fais ça, j'ai envie d'aller dans ce sens-là, alors je fais ça, je suis super libre, je fais ce que j'ai envie de faire. Oui, c'est ça, il y a une profonde liberté, même qui se ressent dans les films qu'il a pu faire avec les studios, et c'est ça qui est surprenant. Je pense que le plus libre, c'est le premier, mais c'est vrai que le dernier aussi, et le 4 paraissent très libres, parce que c'est fait avec les moyens du bord aussi. Parce que c'est vrai qu'il faut être honnête, je pense que si les gens veulent commencer un fantasme, alors déjà je pense pas en termes narratifs, comme chaque épisode se suit à quelques minutes d'intervalle, mieux vaut les voir dans l'ordre normal évidemment. Je pense que le 5 par exemple est un film, là où les autres on peut commencer, puis se dire je recommence la saga pour bien suivre, le 5 pour moi est complètement inaccessible à quelqu'un qui n'a jamais vu ou qui n'est pas fan de la saga Fantasme. C'est un film, c'est une conclusion vraiment, moi, à mes yeux, en tout cas pour les fans, parce qu'il faut faire abstraction. On va quand même être honnête sur le 5, je vais être honnête là-dessus, les effets spéciaux qui sont fondamentalement qui sont dégueulasses, parce que le film passe au numérique, ce qui n'était pas le cas avant. Oui. Et là, toutes les sphères sont faites en numérique, et les effets sont parfois, quand c'est pas du pratique, mais quand c'est du numérique, les effets sont assez ignobles. Mais en même temps, ils sont ignobles, mais ça crée une sorte d'étrangeté. Donc finalement, ça fonctionne et ça sert le film. Donc c'est ça qui est très, très paradoxal. Ouais, et puis il y a des idées de mise en scène qui superposent le tout. Et surtout, il y a quand même des astuces de mise en scène numérique qui sont intéressantes parce que tu sais, ils avaient récupéré un extrait d'une catastrophe qui avait sévi, je sais plus, d'un tsunami, je crois, ou d'un tremblement de terre. Et en fait, ils ont rajouté numériquement les boules géantes du Tolmen qui détruisent. Je trouve que il y a quand même des idées qui sont plutôt rigolotes. Après, c'est vrai que le film est très assez vraiment ses limites. C'est peut-être le plus limité en termes de réussite cinématographique, on va dire. Mais parce que Coscarelli peut-être est un meilleur metteur en scène que son ami qu'il avait engagé pour ce film-là. Mais il a réalisé Dominique l'ourson avant, donc faut quand même Oui, il faut quand même le dire. Il a fait un film Transformers aussi, je crois. Oui, je crois qu'il était en réalisateur de seconde équipe sur un truc comme ça, ouais.
Donc voilà, Et c'est puis pas... il a fait un court-métrage, un fan-film sur Fantasme avant. C'est pour ça qu'aussi que Coscarelli l'a repris d'ailleurs. Ah, C'est mais vrai. oui, c'est vrai, mais oui, voilà. Et je crois qu'il était plutôt bien fait, le fan-film, ouais, c'était quelque chose comme ça. Mais du coup, c'est drôle parce que même avec ces éléments-là, je peux pas m'empêcher d'apprécier le film. Parce qu'il y Ah, a, pareil. il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pour certaines suites de sagas que je ne citerai pas, quoique si, on va prendre comme exemple un film que j'ai vu il y a pas longtemps, mais Men in Black International. Oui. Euh, pour comparer, en fait, il y a, malgré les défauts techniques et peut-être de mise en scène du dernier, il y a cet amour, cette continuité et cette croyance surtout en ce que représente Fantasme au niveau de la saga, qu'il n'y a pas dans Men in Black International. C'est-à-dire que Ouais. ça a beau être un film qui a du budget, qui moi me paraît plus moche d'ailleurs que Fantasme par exemple, et Ouais. ça pourra faire crier des personnes, mais vraiment j'ai trouvé le film absolument moche parce qu'en en plus il utilise trop les effets spéciaux numériques, ce qui n'est pas le cas de Fantasme 5 parce qu'il me semble qu'il y a des effets pratiques. Il y a toujours l'astuce de la... Oui, il y a toujours l'astuce en plus de la boule à pompe là, avec la pompe à sang. Oui, il y a une magnifique scène où il bute un cheval avec ça. Enfin, ouais, c'est une parenthèse, mais j'aime beaucoup cette séquence-là. Oui, oui, la scène du cheval, c'est vrai, oui. Non, mais il y a vraiment des trucs. La boule, un autre truc, juste une petite parenthèse que je rajoute. La boule dans le 2 avec la nouvelle boule qui défonce ses portes, c'est une séquence hallucinante. Oui, c'est vrai que c'est génial ça aussi. Ouais. C'est vraiment, mais. C'est vraiment. Ils ont pas. En fait, ce qui est drôle, ce qui est génial, et c'est ça, c'est ce qu'il n'y a peut-être pas dans Men in Black International par exemple, même si peut-être que la comparaison va paraître à ceux qui nous écoutent un peu tiré par les cheveux, mais ce qui est bien dans Fantasme, c'est que ils se servent de tous les éléments de la saga en fait. C'est-à-dire que les boules, ben, on s'en sert absolument, mais à toutes les sauces. On n'a pas peur d'y aller, hein. On n'a pas peur de mettre les potards à fond, même si ça pourra paraître un peu criard, un peu dérangé à l'écran. On n'a pas peur d'y aller. Le Tolmen, bah, on l'utilise à fond. Le fusil à pompe qui est collé, Oui, c'est vrai. bricolé, qui fait un peu penser à la tronçonneuse de H, bah, on le fait, on y va. La voiture qui revient après, au fur et à mesure qui était dans le premier, qui va traverser tous les films, on s'en sert, c'est pas grave. C'était vu dans Mad Max, on s'en fout, on s'en sert quand même. Ça sera... C'est dingue parce que, en plus, la saga est bourrée de références, mais les références sont tellement bien amenées et tellement bien utilisées qu'elles se collent à l'univers même, en fait. Bah, puis Evil Dead, je pense, est une grosse référence dans la mesure où tu parles, parce que Sam Raimi est ouvertement cité dedans et Sam Raimi a plus ou moins participé de loin à Fantasme 2, de très loin, mais Oui. il a soutenu en tout cas le projet. Donc évidemment, je pense qu'il y a une grosse proximité. Il y a plein d'autres références, donc il y a plein d'autres trucs évidemment, ouais. Ah bah oui, Sam Raimi a le privilège de voir ses cendres apparaître dans le deuxième fantasme, ce qui est génial. Et oui, comme tu disais, parce qu'en fait dans le 2, c'est en plus décorateur, un des décorateurs mais carrément, je crois qu'il s'occupait aussi des décors, littéralement, c'était pas juste les costumes, etc., c'était carrément les décors Oui. de Evil Dead, donc Evil Dead 2 en plus, je crois. Donc c'est vrai que ça se ressent parce que vraiment le 2 est sublime en plus en termes d'esthétique du délire. Et je crois qu'en plus le 2 a encore plus inspiré les gens parce que je soupçonne le fameux duel à la tronçonneuse d'avoir été repris Oui. dans Bah, Mandy. c'est 14 2. Et dans Mandy aussi. Et dans Mandy aussi, oui. Donc ça c'est vraiment Merci. génial. Parce que je crois, je sais plus la date, mais je crois qu'il est postérieur à Massacre à la tronçonneuse 2, donc je pense que c'est un hommage peut-être à Massacre à la tronçonneuse 2 qui a été repris après coup, notamment Ah dans oui. Mandy et autres. C'est vraiment le coup de la tronçonneuse qui est plus longue, c'est super drôle. C'est super drôle. Et voilà, et qui est en effet dans Mandy avec le duel avec la très longue tronçonneuse en effet. Oui. Ah, d'ailleurs, on vous conseille aussi Mandy, qui est un film absolument génial, qui est un peu comme Fantasme, parce que c'est un film fait avec beaucoup d'amour et beaucoup qui est assez limite. Hein. Je pense aussi que vis-à-vis du public, Mandy peut avoir ses limites, mais c'est tellement fait avec amour que c'est génial, quoi. En plus, il y a des idées visuelles à la minute, comme dans les fantasmes, quoi. Ouais. Et il y a un côté fantasme en effet aussi où on pourrait considérer que toute la deuxième partie de Mandy est un trip sous LSD et que c'est simplement un fantasme du héros qui veut se venger sous LSD, donc ça fonctionnerait bien aussi. Écoute, je pense que, vous l'aurez compris, on n'aura pas fait forcément le tour de tous les films, on aura fait plutôt une réflexion globale, mais je pense que le fait d'avoir évoqué Mandy, ça pourrait très bien conclure
notre rétro, parce que Mandy pourrait s'inspirer à la fois de Fantasme, mais aussi d'Hellraiser. Oui, mais oui, tout à fait. Ça, mais c'est très très bien, ça, très très bien trouvé. Donc voilà. En tout cas, j'espère que... Bon, on aura essayé de faire peut-être un peu plus court que l'autre, parce que c'est vraiment une saga que vous devez découvrir absolument. Je pense que Romain Ouais. voilà, dira pas le contraire. Et Moi, pour te dire honnêtement, moi, c'est un truc que je pense, c'est vraiment pour, dans l'idée de conclusion, je pense que c'est une saga que je vais revoir tous les ans à intervalles réguliers. Je pense que c'est un truc que je me ferai chaque année, un petit peu comme je fais avec Hellraiser, un peu comme je fais avec Alien, un peu comme je fais avec Evil Dead. C'est le genre de saga que, une fois par an, à une certaine période de l'année, je vais regarder régulièrement. oui, c'est pareil Et pour moi, oui. Je pense aussi. Parce que là, j'ai pas encore fait, mais je pense que ça viendra. C'est comme Blade Runner vis-à-vis de... oui, Moi, Blade Runner, je me le refais chaque année. Je pense que c'est pareil pour, euh, pour ce film-là. Peut-être aussi Requiem pour un massacre. oui, Non, parce que sans rire, je me suis refait... je l'avais vu l'année dernière en 2019 et je me suis refait récemment Requiem pour un massacre. Donc peut-être que l'année prochaine aussi, il y aura Requiem pour un massacre. En tout cas, c'est bien hein, ces films qu'on se refait chaque année, c'est cool. trop sombre pour moi, Requiem pour un massacre, Ah oui, trop, alors trop ça... dur. En fait, en rigolant, je disais ça, mais je sais pas si je serais encore capable de revoir. Alors que Fantasme, même s'il y a ces petits traumatismes, ça passe encore. Oui, voilà, il y a quand même un côté, en termes d'imaginaire, positif et optimiste. Requiem pour un massacre, pour moi, c'est tellement noir que j'ai trop de mal, beaucoup trop de mal. Du coup, N'empêche que c'est extraordinaire. ah oui, mais c'est extraordinaire aussi. Du coup, pour conclure notre échange, je te proposais de, parce qu'on l'avait pas fait dans le nôtre qu'on a fait sur ta chaîne, mais de conseiller un film qui serait en lien ou qui pourrait, voilà, un film au hasard, qui serait peut-être en lien ou pas, hein, c'est comme tu veux, à nos auditeurs. Bah, je vais pas être très original parce qu'on en a déjà un petit peu. Oh, bah non, tu sais, comme on en a déjà parlé, je vais juste conseiller un autre film de Don Coscarelli alors dans ce cas-ci. Oui. Alors j'allais dire Bouba Hotep, mais on en a déjà parlé, donc je vais peut-être l'un de je crois que c'est son dernier, qui est John Die at the End, Mhm. qui est un film absolument extraordinaire aussi, qui est bon pour le coup, mais c'est ça qui prouve pour moi que Don Coscarelli est un vrai auteur parce qu'il y a des vraies obsessions, des vrais leitmotivs et même en termes, j'entends autant technique que narratif, que fictionnel. Il faut découvrir John Die at the End parce que c'est un complément très intéressant à Fantasme et moi je pense honnêtement il y aurait pu avoir un crossover entre Fantasme, enfin même j'irais même plus loin en disant que Fantasme et John Die at the End pourraient se dérouler exactement dans le même univers. Si on pose la pluralité des univers qui est déjà posée dans Fantasme, Mhm. ça pourrait être un univers comme un autre qui croise celui de Fantasme. Donc ouais, moi je trouve le film est absolument génial, c'est extrêmement drôle. Si vous avez aimé Fantasme de toute façon, on est sur le même travail qui mixe, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, fantastique, horreur, drame et comédie. Et on Mhm. mixe tout ça, et en plus il y a de l'animation dedans. Il me semble, d'ailleurs, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a le passage en animation qui est à la fin de John Die at the End, il me semble que c'est réalisé par David Hartman, celui qui a réalisé Fantasme 5. Ah ouais. Si je fais une erreur, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais il me semble que c'est ça, ce que j'ai lu, j'ai pas sous les yeux, donc comme on est un peu en impro comme ça au débeauté, il me semble que c'est ça. Mhm. Mais ouais, le film dans tous les cas est génial, c'est extrêmement drôle. Pour très vite raconter le pitch de l'histoire, j'espère que ça vous donnera envie. Ça raconte simplement l'histoire d'une étrange drogue qui s'appelle la soy soja, la soy sauce, donc la sauce soja, qui permet de faire des trips assez étonnants. Et puis ça parle d'exorcisme et de fantômes. Et donc on suit un personnage qui est interviewé par un autre personnage et qui essaie de lui raconter l'aventure qu'il a vécue sous l'emprise de cette fameuse sauce soja. Donc c'est très étonnant, il y a plein d'idées, il y a plein de monstres. Si vous aimez les monstres, c'est trop bien. C'est parfois hyper déviant, c'est gore, c'est rigolo. Et c'est plein de poésie et c'est bourré d'effets surréalistes comme Fantasme. C'est une sorte de. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est le. En termes de surréalisme, c'est l'apogée, l'explosion de tout ce qui avait été posé jusqu'à maintenant chez Don Coscarelli. Et là, il se lâche complètement encore plus. Donc c'est assez génial aussi. Donc voilà, à découvrir. John Didion, et c'est très beau aussi en termes de. Tu parlais du deuil. C'est un film sur le deuil. Le titre le dit déjà de toute façon. Et ça raconte quand même l'histoire entre deux amis et l'un qui va mourir, entre guillemets, puisque c'est ce qui est révélé par le titre. Et c'est une question, ça raconte le deuil d'un personnage aussi, évidemment. Ouais, je pense que le deuil, c'est quelque chose qui revient souvent chez lui, parce que Bouba Hotep est aussi d'art l'invincible, Oui, il me semble qu'il y a quelque chose par rapport à ça.
Bah, au moins par rapport à Daredevil Invincible, je me rappelle plus, mais il me semble dans tous les cas de Gautep, c'est parfaitement ça en Ah effet. oui, Ouais. oui, tout à fait. Et du coup, pour ma part, je vais conseiller un film qui est sorti il y a pas longtemps, en 2016, je sais pas si tu sens venir le truc, mais c'est quelques minutes après minuit Ah oui, bah, ouais, d'accord, oui. de Bayona, parce que y a un peu la même idée que de conceptualiser un monstre de cinéma, qui en plus là-dedans est un arbre, je trouve vraiment ça magnifique. C'est un film qui traite du deuil en plus, pareil, C'est beau. et du coup l'idée c'est aussi de traiter un monstre comme palliatif de souffrance. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc c'est un film que je vous conseille absolument. En plus, C'est incroyable. ouais, absolument incroyable. En plus, je trouve que c'est un des films qui a une des meilleures créatures numériques de ces dernières années. C'est vrai. L'arbre est magique, enfin, il y a des trucs. En plus, comme dans John Dies in... c'était John Dies at the End, c'est ça À Diane, ouais. At the End, voilà. Que je n'ai pas vu. Il y a aussi des parties en animation qui sont sublimes. Vraiment, C'est vrai que c'est magnifique. c'est vrai que... Et je trouve que c'est un bel héritier de ce que pourrait représenter, en tout cas pour le spectateur, Fantasme. Parce que Fantasme, comme on disait, c'est avant tout une saga qui fait du bien, qui vous sauve aussi de vos propres maux intérieurs. Parce que à l'époque où j'avais vu Fantasme, alors ça peut paraître un peu con, mais j'avais perdu mon chat. Ouais. Ce qui a été une période assez compliquée parce que c'était un chat que j'avais depuis des années en fait. Voilà, c'était depuis très très petit et j'ai l'impression que Fantasme m'a sauvé en fait de cette souffrance qui est certes restée, mais qui est voilà, qui a été d'accepter la mort aussi parce que j'ai été très peu confronté à la mort dans ma vie. Ouais. Malheureusement, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est décédé très tôt, mais j'étais trop petit pour le comprendre. Et ça a été vraiment la première confrontation à la mort. Et c'est ça qui est très intéressant avec Fantasme, c'est que ça fait du bien. Et je pense qu'aussi, euh, quelques minutes après une nuit sera une épreuve à vivre, mais qu'il faudra accepter, qu'il faudra subir pour en ressentir du bien. Voilà. C'est un film dur. C'est vrai que c'est un film dur. Hein. Moi, c'est un film que je trouve assez dur à vivre, mais qui est extrêmement libérateur et beau. Oui, oui, tout à fait. Comme Fantasme, en fait. C'est ça, c'est très libérateur, Fantasme. Et ça me fait penser juste, je rebondis juste sur ce que tu disais, à un autre film qui, juste comme ça, qui a fait lien, parce que je l'ai vu récemment, et que c'est surtout un de tes conseils, que je trouve très proche de Fantasme Ah oui. et de quelques minutes après minuit, c'est Paper House de Bernard Oui. Rose. J'en profite pour le glisser, c'est extraordinaire aussi. Ah oui, je suis bien d'accord. Là-dessus, c'est un film absolument magnifique, un premier film qui est sublime, qu'on vous conseille tous les deux, donc. Et qui est sur le deuil aussi, pour le coup. Oui, tout à fait, aussi, oui, en effet. Donc, je pense que nous avons bien fait le tour. Donc, bah, je te remercie en tout cas pour cette invitation, pour cette idée aussi, parce que c'était une belle idée de parler de ces deux sagas sur nos chaînes respectives. Bah, puis moi, en plus, c'est vrai que j'attends aussi que potentiellement, peut-être un de ces jours, on ne sait pas, tu fasses une grande vidéo sur Fantasme. C'est ça pourrait prévu, faire une très bonne c'est prévu en introduction. effet. C'est prévu, ça. J'essaierai de la faire justement après celle sur Ténèbres qui va bientôt arriver. Ouais. Voilà, j'espère que je pourrai la faire. Enfin, je dis bientôt après Ténèbres parce que peut-être que Ténèbres sortira avant cet échange, on verra. Je ne sais pas encore, j'avance en termes de montage. C'est ça qui est bien avec les podcasts, c'est que c'est fait sur l'instant. Voilà, Oui, c'est vrai. donc je te remercie encore Romain, c'était super et du coup ben, à de Merci à prochaines toi. aventures en tout cas. Nous deux. Ah bah, à très bientôt. À très bientôt les amis et donc je vous dis chers spectateurs à la prochaine. Salut.